Londres, Vienne. Aux États-Unis, les meetings en plein air sont rares et l'atmosphère tendue à cause des risques d'affrontement entre le public et la police. C'est tout le contraire en Angleterre où le droit de se réunir à l'extérieur à n'importe quel moment est une institution, une tradition britannique à l'instar du bacon au petit déjeuner. Les idées et les croyances les plus divergentes s'expriment dans les parcs et les squares des villes anglaises. Rien n'est source de débordement et les forces de l'ordre restent discrètes. Un seul flic se tient à l'arrière de la foule, et cela uniquement pour la forme. Il n'est pas censé disperser les meetings ou matraquer des gens. Le cœur de la vie sociale du peuple est le rassemblement dans un parc. Il y afflue chaque dimanche, de la même manière qu'il y va au music hall en semaine. Ces regroupements ne coûtent rien et sont beaucoup plus divertissants. Des foules réunissant souvent des milliers de gens se promènent de tribune en tribune, ne cherchant pas tant à écouter ou à apprendre qu'à se distraire. Comme à une fête champêtre. Les vedettes de ces assemblées sont des chahuteurs qui prennent grand plaisir à bombarder de questions les orateurs. Plaignons celui qui rate sa réplique face à ses harceleurs ou qui n'a pas un sens aigu de la répartie. Il perd vite ses repères et s'expose, impuissant, à un déchaînement de raillerie. J'appris tout cela après avoir frôlé la catastrophe lors de mon premier meeting à Hyde Park. C'était une expérience insolite que de monter à la tribune en plein air, sous l'œil placide d'un seul policier. La foule était hélas, elle aussi, placide. Face à une telle apathie, prendre la parole me sembla aussi ardu que d'escalader une montagne escarpée. Je me sentis vite épuisé et commençai à avoir mal à la gorge. Je continuai malgré tout. Soudain le public montra des signes de vie. Un feu roulant de questions venant de tous côtés me tirailla. Cette attaque me prit au dépourvu, me dérouta et m'irrita. Je sentis le fil de ma pensée m'échapper, ce qui augmenta ma fureur. C'est alors qu'un homme au premier rang m'apostropha. « Fais pas attention, ma belle, t'arrêtes pas !»« Chahuter, c'est une bonne vieille tradition anglaise. » Je rétorquai. « Bonne, tu dis ? Moi je trouve que c'est plutôt moche d'interrompre un orateur comme ça. »« Mais très bien, allons-y, et ne me le reprochez pas si vous perdez au change. » L'assistant cria. « C'est bon, mes mères, continue, voyons ce que tu sais faire !» J'étais en train de discourir de la futilité de la politique et de son pouvoir de corruption quand la première salve partit. « Allez, politiciens honnêtes, vous croyez que ça n'existe pas ? Vous croyez pas que ça existe ? Si oui, je n'en ai jamais entendu parler, lançai-je en réponse. Avant les élections, les politiciens vous promettent le paradis et ensuite ils vous offrent l'enfer. Bravo, bravo, approuvèrent-ils en hurlant. J'avais à peine repris mon discours qu'une autre volée m'atteignit. « Dis-nous, ma belle, pourquoi tu parles de paradis ? Tu crois donc que ça existe ?»« Bien sûr que non, répondis-je. Je ne faisais référence qu'au paradis auquel, bêtement, vous croyez. »« Eh ben, s'il n'y a pas de paradis, où les pauvres trouveront-ils leur récompense ?» demanda un autre trublion. « Nulle part, à moins qu'ils ne revendiquent leurs droits ici-bas et, en guise de récompense, prennent possession de la terre entière. » Même si le paradis existait, poursuivis-je, les gens du peuple n'y seraient pas tolérés. Vous voyez, expliquai-je, les masses vivent en enfer depuis si longtemps qu'elles ne sauraient comment se comporter au paradis. L'ange qui le garde les flanquerait dehors pour trouble à l'ordre public. Il s'ensuivit une demi-heure de joute verbale qui tint la foule en émoi. Finalement, les gens demandèrent aux chahuteurs d'arrêter, de reconnaître leur défaite et de me laisser continuer. Ma renommée se propagea comme une traînée de poudre. À chaque meeting, la foule grandissait. Les ventes de nos publications augmentaient en flèche, ce qui enchantait mes camarades. Ils voulaient que je reste à Londres où je pouvais faire tant de bien. Mais je savais que prononcer des discours en plein air, ce n'était pas pour moi. Je ne supportais pas la perturbation des bruits de circulation des rues toutes proches, et sous l'effort, mes cordes vocales ne tiendraient pas le coup. En outre, je réalisais qu'à force de rester debout pendant des heures, les gens fourbus devenaient si agités qu'ils n'arrivaient plus à se concentrer ni à suivre un exposé sérieux. Mon activité m'était trop importante pour que je la transforme en cirque destiné au divertissement du public anglais. Mais plus encore que de réaliser des exploits dans les parcs, j'aimais rencontrer les gens et sentir cette énergie qui irriguait les mouvements anarchistes. Aux États-Unis, les activités touchaient presque exclusivement le milieu des étrangers. Il y avait peu d'anarchistes de souche, alors qu'en Angleterre, le mouvement faisait vivre plusieurs hebdomadaires et mensuels.
Une de ses publications, Freedom, comptait parmi ses collaborateurs et camarades associés un certain nombre de personnes particulièrement brillantes et talentueuses, dont Pierre Kropotkin, John Turner, Alfred Marsh et William West. Un autre mensuel anarchiste, Liberty, était publié à Londres par James Doherty, disciple du poète William Morris. Il y avait aussi The Torch, petit journal édité par deux sœurs, Olivia et Helen Rossetti. Elles n'avaient respectivement que 14 et 17 ans, mais étaient d'une maturité bien supérieure à leur âge, tant intellectuellement que physiquement. Elles rédigeaient tous les articles du journal et se chargeaient même de la composition et de l'impression. Le siège de ce périodique, aménagé dans l'ancienne chambre des deux sœurs, devint un lieu de rencontre des anarchistes étrangers, en particulier ceux venus d'Italie, où ils étaient victimes de graves persécutions. Ces réfugiés convergeaient naturellement chez les Rossetti, qui étaient elles-mêmes d'origine italienne. Leur grand-père, le poète et patriote italien Gabriele Rossetti, avait été condamné à mort en 1824 par l'Autriche qui maintenait l'Italie sous sa botte. Gabriele s'était enfui en Angleterre et installé à Londres, avait occupé un poste de professeur d'italien au King's College. Son fils cadet, le célèbre William Michael Rossetti, était le père d'Olivia et de Helen. De toute évidence, ses filles avaient hérité des tendances révolutionnaires ainsi que des talents littéraires de sa famille. Pendant mon séjour à Londres, je passais beaucoup de temps avec elles, appréciant infiniment leur incroyable hospitalité et l'ambiance stimulante qui régnait dans leur cercle. William Benham, familièrement connu comme le « garçon anarchiste », appartenait à l'équipe du journal The Torch. Il s'attacha à moi, se proposa de m'accompagner aux réunions et dans mes périples en ville. Les activités anarchistes à Londres ne se limitaient pas aux natifs du pays. L'Angleterre était le havre des réfugiés de la terre entière, qui y poursuivaient leur activité sans problème. En termes de liberté politique, ce pays semblait avoir pris 1000 ans d'avance par rapport aux États-Unis. Du point de vue économique, en revanche, il demeurait loin derrière. J'avais vécu dans le besoin moi-même, et je connaissais la pauvreté qui existait dans les grands centres industriels des États-Unis. Mais je n'avais jamais vu une misère aussi noire et des conditions de vie aussi dures qu'à Londres, Leeds et Glasgow. J'avais l'impression que cette pauvreté ne n'était pas d'hier. Elle était séculaire, transmise de génération en génération, et ancrée, semblait-il, dans la moelle même des masses anglaises. Il était singulièrement consternant de voir des hommes valides courir au devant d'un taxi, rue après rue, dans le seul but de le devancer, et à son arrivée ouvrir la portière à un gentleman. Pour ce service, il recevait un penny, ou deux tout au plus. Après avoir séjourné un mois en Angleterre, je finis par comprendre la raison de tant de liberté politique. C'était une soupape de sécurité à cette épouvantable misère. Le gouvernement britannique estimait sans doute qu'aussi longtemps qu'il permettrait à ses sujets d'épancher librement les fiefs, leurs fiels, il n'encourait aucun risque de révolte. Je ne pus trouver d'autre explication à l'inertie et à l'indifférence du peuple à l'égard de sa condition d'esclave. L'un des objectifs de mon séjour en Angleterre était de rencontrer les personnalités marquantes du mouvement anarchiste. Kropotkin était malheureusement en voyage, mais il devait revenir à Londres avant mon départ. Enrico Malatesta, en revanche, était en ville. Je le trouvais chez lui à l'arrière de sa petite boutique, mais je ne parlais pas italien, il n'y avait personne pour servir d'interprète. Son sourire aimable témoigna toutefois d'une personnalité sympathique, et me donna le sentiment que je connaissais depuis toujours. Dès mon arrivée, je fis la connaissance de Louise Michel. Les camarades français qui m'hébergeaient avaient organisé une réception à l'occasion de mon premier dimanche passé à Londres. Dans mes lectures sur la Commune de Paris, ses débuts glorieux et sa terrible fin, Louise Michel m'avait d'emblée impressionné. Sublime dans son amour de l'humanité, grandiose dans sa ferveur et son courage. Elle était anguleuse, émaciée et paraissait prématurément vieillie. Elle n'avait que 62 ans. Néanmoins, ses yeux pétillaient de vie et de jeunesse, et son sourire était si tendre qu'il conquit immédiatement mon cœur. C'était donc elle, la femme qui avait survécu à la sauvagerie de la respectable meute parisienne. Respectable meute dont la furie avait noyé la commune dans le sang des ouvriers et jonché les rues de Paris de milliers de morts et de blessés, et qui, non encore rassasiée, avait voulu atteindre Louise. Elle avait flirté avec la mort encore et encore sur les barricades du Père-Lachaise où les communards menèrent leur dernier combat. Louise s'était choisi le poste le plus dangereux. Au tribunal, elle avait exigé la même punition que ses camarades, dédaigné la clémence réservée à son sexe.
Elle mourrait pour la cause. Cependant, que ce soit par peur ou par une sorte d'effroi mêlé d'admiration devant cette figure héroïque, la bourgeoisie, en français dans le texte, meurtrière de Paris, n'avait pas osé l'assassiner. Elle avait préféré la condamner à une mort lente en Nouvelle-Calédonie. Elle avait cependant sous-estimé la force de caractère de Louise Michel, son dévouement et ses capacités à se consacrer à son compagnon d'infortune. En Nouvelle-Calédonie, elle était devenue source d'espoir et d'inspiration pour les déportés. Elle soignait les corps malades, remontait le moral des dépressifs. Puis, l'amnistie accordée aux communards les avait ramenés, ainsi que Louise, en France. Nal s'était retrouvée l'idole acclamée des masses populaires. Celles-ci adoraient leur mère Louise bien-aimée, en français dans le texte. Peu de temps après son retour d'exil, Louise avait pris la tête d'une manifestation de chômeurs qui convergeait sur l'esplanade des Vins Invalides. Des milliers de gens étaient sans travail depuis longtemps et mouraient de faim. Elle avait conquis le cortège jusque dans les boulangeries, délit pour lequel on l'avait arrêtée et condamnée à 5 ans de prison. Au tribunal, elle avait défendu le droit au pain de tout homme affamé, quitte à ce qu'il le vole, entre guillemets vole. Pendant son procès, ce fut la perte de sa chère mère et non la sentence qui s'était avérée le coup le plus terrible. Louise l'avait aimé d'une affection sans réserve et avait affirmé qu'il ne lui restait dorénavant d'autre raison de vivre que la Révolution. Graciée en 1886, elle avait refusé toute faveur de l'État. Il avait fallu la sortir de force de la prison. Lors d'un grand meeting au Havre, pendant que Louise parlait à la tribune, quelqu'un avait tiré 2 coups de feu sur elle. Une des balles avait traversé son chapeau et l'autre l'avait touchée derrière l'oreille. Elle n'avait pas émis la moindre plainte pendant l'opération pourtant douloureuse. Elle avait réservé ses lamentations pour ces pauvres animaux de compagnie restés seuls dans son logement et pour son ami obligé ainsi de l'attendre plus longtemps dans la ville où elle devait se rejoindre. Bien que l'homme qui avait failli la tuer ait agi sous l'influence d'un prêtre, Louise avait fait tout son possible pour obtenir sa libération. Elle avait persuadé un avocat de renom de défendre son agresseur et elle s'était présentée au tribunal en personne pour plaider en sa faveur devant le juge. Elle avait tout particulièrement éprouvé de la compassion pour la jeune enfant du terreur, ne supportant pas que celle-ci soit privée de père si cet homme était condamné à la prison. La prise de position de Louise n'avait pas manqué de troubler jusqu'à son fanatique assaillant. Louise devait participer à une grande grève à Vienne. On l'avait arrêtée à la gare de Lyon au moment où elle s'apprêtait à monter dans le train. Le ministre responsable du massacre des ouvriers à Fourmi, qui avait perçu en Louise une ennemie redoutable, cherchait sans cesse à l'écraser, prétextant qu'elle avait le cerveau dérangé et qu'elle était dangereuse. Il avait donc exigé qu'elle soit transférée de la prison à un asile d'aliénés. Ce projet diabolique pour se débarrasser d'elle avait décidé ses camarades à la persuader de partir en Angleterre. Les feuilles de chou françaises continuaient à la dépeindre comme une bête féroce, comme la Vierge rouge en français dans le texte, totalement dépourvue de qualité ou de charme féminin. Les plus honnêtes n'écrivaient à son sujet qu'en retenant leur souffle. En effet, ils les respectaient tout en la craignant, car elle planait loin au-dessus de leurs âmes et de leurs cœurs vides. Assise près d'elle lors de notre première rencontre, je me demandais comment quelqu'un pouvait ne pas lui trouver d'attrait. Certes, elle s'occupait peu de son apparence. D'ailleurs, je n'avais jamais vu de femme si totalement indifférente à tout ce qui s'est rapporté à elle-même. Sa robe était miteuse, son bonnet vieillot, l'ensemble de ce qu'elle portait ne lui allait pas. Tout son être cependant brillait d'une lumière intérieure. On tombait rapidement sous le charme de sa personnalité radieuse, d'une force irrésistible et d'une simplicité d'enfant émouvante. L'après-midi passé avec Louise fut une expérience qui ne ressembla en rien à ce que j'avais vécu jusqu'alors. En sentant sa main dans la mienne, ou qui caressait tendrement ma tête, en entendant ses paroles affectueuses et de proche camaraderie, mon âme s'élevait vers les sphères de beauté où Louise résidait. Retour de Leeds et de Glasgow, où j'avais pris la parole à d'importants meetings et fait la connaissance de nombreux ouvriers actifs et dévoués, je trouvai une lettre de Kropotkin qui me proposait de lui rendre visite. J'allais enfin réaliser ce rêve de rencontrer mon grand maître. Pierre Kropotkin descendait en droite ligne des Rurikids et figurait parmi les héritiers directs du trône russe. Note de bas de page. La dynastie des Rurikids, descendant du prince Vareg Rurik, appelé également Rurik, R-I-U-R-I-K, Rurik R-U-R-I-K ou Rurik R-O-U-R-I-K,
selon le Petit Robert des noms propres de 2011, se divisa en multiples branches qui régnèrent sur les diverses principautés de Russie du 9e ou 16e siècle. Fin de note. Or, il avait abandonné son titre et sa fortune pour la cause de l'humanité. Plus encore, devenu anarchiste, il avait renoncé à une brillante carrière scientifique pour mieux se consacrer à l'élaboration et à l'interprétation de la philosophie anarchiste. Il devint le plus important partisan du communisme libertaire, le plus lucide de ses penseurs et théoriciens. Il était reconnu tant par ses amis que par ses adversaires comme l'un des plus grands esprits et l'une des personnalités les plus exceptionnelles du XIXe siècle. En chemin vers Bromley, où les Kropotkin vivaient, je sentis la nervosité me gagner. Je craignais de trouver Pierre d'un abord difficile, trop absorbé par son activité pour entretenir des relations sociales ordinaires. Pourtant, 5 minutes suffirent pour que je me sente à l'aise dans sa présence. La famille était absente. Pierre me reçut lui-même avec tant de grâce et de bienveillance qu'il n'y eut immédiatement plus de gêne envers nous. Le thé serait bientôt prêt, dit-il. En attendant, avais-je envie de voir son atelier de menuiserie et les objets qu'il avait construits de ses propres mains? Il m'emmena dans un bureau et me montra avec beaucoup de fierté une table, un banc et quelques étagères qu'il avait fabriquées. C'étaient des objets très simples, mais il en tirait un grand orgueil. Il incarnait le travail, et pour lui, qui avait toujours insisté sur le besoin d'associer activité mentale et effort manuel, il permettait de démontrer combien les deux pouvaient s'unir. Un artisan n'eût jamais contemplé ce qu'il avait créé de ses propres mains avec autant d'amour et de respect que ne le fit le scientifique et philosophe Pierre Kropotkin. La joie bienfaisante que lui inspiraient les fruits de son travail exprimait la foi intense qu'il avait dans les masses populaires, dans leur capacité à créer et à façonner la vie. Pendant que nous buvions le thé que Kropotkin avait lui-même préparé, il m'interrogea sur la situation en Amérique, sur le mouvement et sur Sacha. Il avait suivi son procès et en connaissait chaque étape. Il ressentait un respect et une sollicitude immenses pour lui. Je lui rapportais mes impressions de l'Angleterre, les contrastes entre sa pauvreté et son extrême richesse, et leur coexistence avec la liberté politique. Je demandais, n'était-ce pas un os jeté aux masses pour les pacifier ? Pierre partagea mon point de vue. Il affirma que l'Angleterre était une nation de boutiquiers, qui s'employaient à acheter et à vendre au lieu de produire le nécessaire pour que la population ne meure pas de faim. La bourgeoisie, en français dans le texte... Ah, faut faire la voix de Kropotkin, excusez-moi. La bourgeoisie, En français dans le texte, bourgeoisie. anglaise a de bonnes raisons de craindre la propagation du mécontentement, et les libertés politiques constituent la meilleure manière de prévenir une telle éventualité. Les hommes d'État anglais sont perspicaces, continua-t-il. Ils ont toujours veillé à donner suffisamment de boue aux rênes politiques. L'anglais moyen aime à penser qu'il est libre. Cela l'aide à oublier sa misère. C'est là que réside l'ironie et le drame de la classe ouvrière anglaise. Pourtant, l'Angleterre serait en mesure de nourrir l'ensemble de ses hommes, femmes et enfants si elle retirait des mains de la vieille aristocratie en décomposition le monopole de ses vastes propriétés terriennes. Ma visite à Pierre Kropotkin me convainquit que la vraie grandeur s'associe toujours à la simplicité. Il incarnait l'une et l'autre de ses qualités. Son esprit lucide et brillant s'alliait à sa chaleur naturelle pour former un tout harmonieux qui le rendait fascinant. Je regrettais de quitter l'Angleterre. Durant mon court séjour, j'avais rencontré beaucoup de monde et noué des amitiés. Je m'étais enrichi. Au contact de mes grands maîtres. J'avais passé des journées absolument magnifiques. Jamais je n'avais vu d'arbres et de pelouses aussi verdoyants, ni une telle profusion de jardins, de parcs et de fleurs. En même temps, je n'avais jamais vu une pauvreté aussi lugubre. La nature elle-même semblait discriminer les riches des pauvres. Le ciel clair et bleu de Hampstead tournait au gris sale dans l'Est End, et le soleil n'y était plus qu'une tache jaunâtre. Dans ce pays, la différence entre les classes sociales était révoltante. Elles renforcèrent ma haine de l'injustice et ma détermination à lutter pour mon idéal. J'en voulais à mon projet de formation d'infirmière de me faire perdre du temps, mais je me consolais avec l'espoir que je serais mieux armé en revenant en Amérique. Il m'était impossible de rester davantage à Londres, car mes cours à Vienne allaient débuter le 1er octobre. Le temps était venu de partir. Vienne se révéla encore plus fascinante que ce qu'Ed avait décrit.
Grâce à la grande rue appelée Ringstrasse, avec son étalage de splendides hôtels particuliers anciens et ses superbes cafés, grâce aux grandes promenades bordées d'arbres majestueux et tout particulièrement au Prater, plus forêt que parc, cette ville était parmi les plus belles que j'avais jamais vues. Le tout était rehaussé par la gaieté et l'entrain des Viennois eux-mêmes. Londres, en comparaison, ressemblait à un tombeau. Ici, il y avait de la couleur, de la vie, de la joie. Je rêvais de m'y fondre, de me jeter dans ses bras généreux, de m'asseoir dans les cafés ou au Prater et de regarder la foule. Mais le but de mon séjour était autre. Je ne pouvais me permettre de me laisser distraire. En plus de mes études de sage-femme, je suivais un cours sur les maladies infantiles. Durant ma brève expérience de soignante, j'avais remarqué que les infirmières fraîchement diplômées étaient généralement peu douées pour soigner les enfants. Elles étaient sévères, autoritaires et manquaient de compréhension. Ces façons de faire avaient rendu mon enfance abominable. Pour autant, j'avais conservé énormément de compassion pour les enfants. Je faisais preuve de beaucoup plus de patience avec eux qu'avec les adultes. Leur dépendance, accentuée par la maladie, ne manquait jamais de m'émouvoir profondément. Mon souhait n'était pas simplement de leur montrer de l'affection, je voulais acquérir les compétences pour les soigner. L'Allgemeines Krankenhaus, ce centre hospitalier où se dispensaient à la fois des cours et des traitements couvrant l'ensemble des affections du corps humain, offrait à l'étudiant enthousiaste et volontaire de formidables possibilités. J'y découvris un établissement remarquable, une véritable ville, avec des milliers de patients, d'infirmières, de médecins et autres soignants. Chaque responsable de service dans son domaine respectif jouissait d'une reconnaissance mondiale. Le cursus en obstétrique avait l'avantage d'être dirigé par un gynécologue renommé, le professeur Brown. Il n'était pas seulement un excellent pédagogue, mais aussi un homme adorable. Ses cours magistraux n'étaient jamais arides ni ennuyeux. En plein milieu d'une explication, voire d'une opération, Herr Professor, en allemand dans le texte, égayait l'ambiance par une anecdote drôle ou par des remarques mettant dans l'embarras les jeunes étudiantes allemandes. Un jour, par exemple, il expliqua la natalité relativement élevée des mois de novembre en décembre. C'est le carnaval, mesdemoiselles. Au cours de cette fête suprêmement joyeuse de Vienne, même les filles les plus vertueuses se font pas prendre. Je ne veux pas laisser entendre qu'elles cèdent facilement à leur pulsion naturelle. Non, c'est juste que la nature les a rendues particulièrement fécondes. Il suffit quasiment qu'un homme les regarde pour qu'elles tombent enceintes. Nous devons donc en rejeter l'entière responsabilité sur la nature et non sur ces pauvres petites. Un autre jour, le professeur Brown souleva l'indignation d'une poignée des plus moralistes en racontant l'histoire d'une certaine patiente. Plusieurs étudiants avaient été désignés pour l'examiner et ensuite diagnostiquer son cas. Un par un, ils s'étaient acquittés de leur mission, mais aucun n'avait osé se prononcer. Ils attendaient que le professeur donne son avis. À la suite de son examen, le grand homme déclara « Monsieur, la plupart d'entre vous ont eu ce cas par le passé, ou vous l'avez actuellement, ou vous l'aurez à venir. Peu sont capables de résister au charme de son origine, à la douleur de son évolution ou au prix de sa guérison. Il se trouve que c'est la syphilis. » Un certain nombre de jeunes juifs originaires de Kiev et d'Odessa participaient aux cours d'obstétrique. Il y en avait également une qui venait de la lointaine Palestine. Aucune ne connaissait assez l'allemand pour comprendre les cours. Les Russes étaient très pauvres, contraintes de vivre avec 10 roubles par mois. Pareil courage et persévérance pour acquérir une profession était digne d'admiration. Pourtant, quand je leur en fis part, les jeunes filles répondirent que faire ainsi était tout à fait banal. Des milliers de Russes, qu'ils soient juifs ou gentils, entre crochets goy, donc c'est note de la traduction sans doute, en faisaient autant. Tous les étudiants à l'étranger vivaient avec très peu. Pourquoi n'y parviendraient-elles pas ? Je demandais. Mais ne connaissant pas l'allemand, comment allez-vous suivre les cours et lire les manuels ? Comment pourriez-vous passer les examens ? Elle ne savait pas, mais elle se débrouillerait d'une manière ou d'une autre. Après tout, les juifs comprennent tous un peu l'allemand, conclurent-elles. Deux jeunes filles m'étaient particulièrement sympathiques. Elles vivaient dans un misérable trou, alors que j'avais une grande et belle chambre. Je leur proposais de la partager avec moi. Je savais que nous aurions à faire des gardes de nuit à l'hôpital, mais probablement pas en même temps. Vivre ensemble permettrait de réduire leurs dépenses, et je pourrais aussi les aider en allemand. Notre chambre ne tarda pas à devenir un lieu de rencontre pour les étudiants russes des deux sexes. À Vienne, j'étais connu en tant que Madame E.J. Brady. E.J. Brady. J'avais dû partir à l'étranger sous ce nom, car je n'y aurais pas été admis sous le mien.
Je m'étais affranchi de l'interdit d'utiliser une autre identité. J'aurais pu bien sûr me servir de la déclaration de naturalisation de Kirchner pour obtenir un passeport, mais je n'avais pas utilisé son nom depuis que je l'avais quitté. En fait, je ne l'avais revu qu'une fois, Rochester, en 1893, lors de ma maladie. Ce nom n'évoquait pour moi que des souvenirs douloureux. Brady, en revanche, était un patronyme irlandais. Et je savais qu'il n'éveillerait aucun soupçon quant à ma véritable identité. En ce temps-là, pour obtenir un passeport, il suffisait d'en faire la demande. Je devais être extrêmement prudent à Vienne. Les Habsbourg étaient despotiques, et la persécution des socialistes et des anarchistes sévère. Ne souhaitant pas me faire expulser, je ne pouvais fréquenter ouvertement mes camarades. Je rencontrais néanmoins des gens intéressants qui prenaient une part active à divers mouvements sociaux. Mes études et les gardes de nuit que j'assurais fréquemment à l'hôpital ne modérèrent pas mon intérêt pour les manifestations culturelles, la musique et le théâtre de Vienne. Je rencontrais Stefan Grossmann, un jeune anarchiste remarquablement bien informé sur tout ce qui se passait dans la ville. Beaucoup de ses traits de caractère me déplaisaient. J'étais agacé entre autres par les efforts qu'il faisait pour cacher ses origines en mimant comme un caméléon chaque tic ridicule des gentils. La toute première fois que j'avais rencontré Grossmann, il m'avait raconté que son maître d'armes avait admiré les Germanische Beine, en allemand dans le texte, ça veut dire jambes germaniques. J'avais répondu, ça ne me paraît pas vraiment un compliment. Si par contre il avait admiré ton nez yiddish, là il y aurait eu de quoi se vanter. En note de bas de page. Rappelons que ce mot vient de l'allemand Jüdisch, qui signifie juif ou juive, yiddish. Voilà. Il venait néanmoins souvent, et j'appris peu à peu à l'apprécier. C'était un lecteur vorace et un grand admirateur de la nouvelle littérature. Friedrich Nietzsche, Ibsen, Hauptmann, von Hofmannsthal et les autres Allemands de ce courant qui hurlaient des imprécations contre les valeurs anciennes. J'avais lu des bribes de quelques-uns de leurs ouvrages dans Der arme Teufel, en allemand dans texte, ça veut dire le pauvre diable, hebdomadaire publié à Détroit par le brillant écrivain Robert Reitzel. Ce journal se distinguait des autres publications allemandes aux États-Unis, en permettant à ses lecteurs de suivre le renouveau littéraire en Europe. Ce que j'avais lu dans ces colonnes, des extraits d'œuvres des grands esprits qui agitaient l'Europe, n'avait fait qu'aiguiser mon appétit. À Vienne, on pouvait assister à des conférences intéressantes sur la prose et la poésie allemande moderne. Oh, excusez-moi. On pouvait lire les ouvrages de jeunes iconoclastes dans le domaine de l'art et de la littérature, dont le plus audacieux était Nietzsche. La magie de son langage et la beauté de sa vision me transportaient vers des hauteurs insoupçonnées. Je mourais d'envie de dévorer chaque ligne de ses écrits. Mais j'étais trop pauvre pour les acheter. Heureusement, Grossmann possédait nombre de ses œuvres et d'autres auteurs modernes. Ma lecture se faisait au détriment d'un sommeil pourtant bien nécessaire. Mais qu'était la fatigue physique comparée à mes extases devant Nietzsche? Grâce au feu de son âme, au rythme de son chant, la vie me paraissait plus riche, plus complète et plus éblouissante. Je voulais partager ces trésors avec mon bien-aimé. Elle lui écrivit de longues lettres pour dépeindre le monde nouveau que j'avais découvert. Ses réponses furent évasives. Manifestement, elle ne partageait pas mon enthousiasme pour ce renouveau artistique. Il s'intéressait davantage à mes études et à ma santé. Il m'engageait vivement à ne pas m'épuiser en lectures futiles. Je fus déçu, mais je me consolais avec l'idée qu'il apprécierait l'esprit révolutionnaire de la nouvelle littérature quand il aurait l'occasion de la lire par lui-même. Je décidai de trouver de l'argent à tout prix pour lui rapporter une provision de livres. J'appris par un étudiant qu'un jeune et éminent professeur, Sigmund Freud, donnait une série de conférences. Il semblait difficile d'y assister dans la mesure où seuls les médecins et les détenteurs de cartes spéciales étaient admis. Cet ami me suggéra de m'inscrire au cours du professeur Brühl, qui lui aussi abordait des thèmes d'ordre sexuel. Si je comptais parmi ses étudiants, j'aurais plus de chances d'entrer dans le cours de Freud. Le professeur Brühl
était un vieil homme qui parlait d'une voix frêle. Les thèmes qu'il traitait me laissaient perplexe. Il faisait référence aux entre guillemets uranistes, aux entre guillemets lesbiennes et autres sujets étranges. Ses auditeurs l'étaient tout autant, des hommes à l'allure féminine et aux manières coquettes, des femmes nettement masculines, aux voix graves. Voilà. Trigger warning, transphobie. Je me souviens plus ce qu'elle dit exactement, mais dans le doute, je préfère mettre un petit trigger warning. C'est assurément un auditoire bien particulier. Je ne pus vraiment pénétrer ces questions que plus tard, en entendant parler Sigmund Freud. Sa simplicité, son sérieux et son intelligence supérieure concouraient à nourrir chez chacun l'expression qu'on le menait de la cave la plus obscure à la pleine lumière du jour. Je saisis pour la première fois ce que signifiait réellement la répression sexuelle et ses conséquences sur la pensée et l'action humaine. Freud m'aida à me comprendre moi-même ainsi que mes propres besoins. Je réalisai de même que seuls les esprits dépravés pouvaient juger entre guillemets impurs ou contester les intentions d'une personne aussi grande et belle que Freud. À Vienne, j'avais différents centres d'intérêt qui occupaient l'essentiel de mon temps. Je réussis néanmoins à aller au théâtre et à écouter beaucoup de musique. J'entendis pour la première fois l'intégralité du Ring des Nibelungen, en allemand dans le texte, de même que d'autres œuvres de Wagner. Sa musique m'avait toujours transporté. Les représentations à Vienne, mises en valeur par des voix magnifiques et un orchestre superbe sous la direction d'un chef magistral, étaient passionnantes. Après une telle expérience, assister à un concert de Wagner dirigé par son fils constituait une pénible épreuve. Un soir, en effet, Siegfried Wagner dirigea un opéra de sa propre composition, Der Bärenhäuter, en allemand dans le texte du coup. C'était déjà assez insipide, mais cela devint totalement inepte lorsqu'il se mit à diriger une œuvre de son illustre père. Je désertai le concert, dégoûté. À Vienne, je vécus de nombreuses expériences inédites. L'une des plus remarquables fut de voir Eleonora Duse jouer le rôle de Magda dans Heimat de Sudermann. La pièce était déjà un événement théâtral en soi, mais ce que Duse investissait d'elle-même dans son rôle transcendait les talents de Sudermann et donnait à l'œuvre sa véritable profondeur dramatique. Des années auparavant, à New Haven, j'avais vu Sarah Bernhardt dans Fedora, en français dans le texte. Sa voix, ses gestes, son intensité avaient été une révélation. Je pensais alors que personne ne pouvait dépasser de tels sommets. Mais Eleonora Duse parvint au zénith. La richesse et l'étendue de ses dons extraordinaires n'admettaient aucun artifice. La justesse de son interprétation, aucune astuce scénique. Il n'y avait chez elle ni geste brusque, ni mouvement superflu, ni puissance vocale travaillée. Chaque tonalité de sa voix riche et vibrante était cadencée. Chacun de ses traits traduisait sa large palette d'émotions. Et Eleonora Duse puisait à l'intérieur d'elle-même pour interpréter la moindre nuance de la nature turbulente de Magda. C'était un art qui visait les cieux, étoile dans le firmament de la vie. À l'approche des examens, je ne pouvais plus céder aux tentations que m'offrait cette ville fascinante sur le Danube. C'est ainsi que peu après, je devins la fière titulaire de 2 diplômes, l'un de sage-femme et l'autre d'infirmière. Il était temps de rentrer chez moi. Or, je n'avais pas envie de quitter Vienne qui m'avait tant donné. Je m'y attardai 2 semaines encore. Durant cette période, je passais beaucoup de temps avec mes camarades, auprès de qui j'appris énormément sur le mouvement anarchiste autrichien. J'intervins dans plusieurs petites réunions informelles au sujet des États-Unis et de nos luttes dans ce pays. Fedia m'avait envoyé mon billet de retour, en seconde classe, ainsi que $100 pour m'acheter des vêtements. Je préférais investir cet argent dans les livres que j'affectionnais tant et décidai d'acquérir un stock d'ouvrages d'écrivains qui marquaient la vie littéraire, et tout particulièrement des dramaturges. Même la garde-robe la mieux fournie ne m'aurait jamais procuré autant de joie que ma précieuse petite bibliothèque. Je n'osais pas courir le risque de l'expédier dans ma salle. Je l'emportai avec moi dans une valise.
Debout sur le pont du paquebot français, alors qu'il accostait au quai de New York, j'aperçus Ed avant qu'il ne me voie. Bien qu'il se tint près de la passerelle, un bouquet de roses à la main, il ne me reconnut pas quand j'arrivai à terre. Je me demandais si c'était dû au crépuscule, nous étions en fin d'après-midi d'une journée pluvieuse, à mon grand chapeau ou au fait que j'avais maigri. Je restai un instant à le regarder scruter les passagers, mais voyant son anxiété grandir, j'approchai par derrière sur la pointe des pieds et posai ma main sur ses yeux. Il se retourna brusquement, me pressa fougueusement contre son cœur et s'exclama d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a, mein Schatz ?» En allemand dans le texte, mon trésor. « Es-tu malade, penses-tu ?»« Penses-tu » répondis-je. J'ai seulement grandi spirituellement. Allons à la maison et je te raconterai tout. J'avais appris par une lettre d'Ed qu'il avait trouvé à nous loger plus confortablement et que Fedia l'avait aidé à décorer le nouvel appartement. Ce que je découvris dépassa de loin mes attentes. Notre nouvelle demeure se trouvait dans un immeuble ancien situé dans la partie de la 11e rue habitée par des Allemands. La fenêtre de l'immense cuisine donnait sur un beau jardin. Le salon était spacieux et haut de plafond. L'ameublement simple mais accueillant, tout en acajou vieilli et ravissant. Des estampes rares ornaient les murs, et mes livres étaient rangés sur des étagères. L'endroit plein de caractère respirait le bon goût. En mon honneur, Ed joua le rôle de l'hôte au cours d'un dîner très élaboré, qu'il avait cuisiné et qui était accompagné d'un vin envoyé par Justus Schwab. Il m'avisa que, gagnant 15 $ par semaine, il était désormais riche. Il me donna ensuite des nouvelles de nos amis, Fedia, Justus, Klaus et par-dessus tout, Sacha. Pendant mon séjour à l'étranger, je n'avais pu maintenir de contact direct avec ce dernier, et Ed nous avait servi d'intermédiaire, ce qui avait entraîné d'angoissants retards dans nos échanges. J'appris donc avec joie que du courrier de mon courageux garçon m'attendait. Je trouvais particulièrement merveilleux qu'il ait réussi à me faire parvenir une lettre le jour même de mon arrivée. Elle était, comme toujours, empreinte de sa belle tournure d'esprit. Sans un mot pour se plaindre de son propre sort, elle témoignait au contraire d'un vif intérêt pour la vie à l'extérieur, pour mon travail et mes impressions de Vienne. L'Europe était si loin, écrivait-il. Mon retour en Amérique me rapprochait de lui, même s'il savait qu'il ne me reverrait sans doute plus jamais. Peut-être viendrais-je à Pittsburgh pour une tournée de conférences. Il lui importerait de me savoir dans la même ville que lui. À mon départ pour l'Europe, notre ami Isaac Horwich avait proposé que notre aide à Sacha prenne la forme d'un recours, au motif de poursuites entachées d'illégalité lors de son procès. Au prix d'efforts et de frais considérables, nous avions réussi à obtenir la retranscription du procès. Celle-ci révéla l'inexistence d'arguments juridiques pour fonder un recours en révision. En effet, Sacha, se représentant lui-même à l'époque, avait omis de soulever des objections contre les décisions du juge, empêchant ainsi l'introduction ultérieure d'un recours. Durant mon séjour à Vienne, quelques-uns de nos amis américains avaient suggéré de saisir la commission des grâces. À mon fort intérieur, une telle démarche de la part d'un anarchiste me rebutait. J'avais l'intime conviction que Sacha ne l'aurait pas approuvé, et par conséquent je ne lui avais même pas écrit à ce propos. Pendant mon absence, il avait été à plusieurs reprises mis au cachot et maintenu en isolement cellulaire, jusqu'à compromettre gravement sa santé. Je commençais à penser que la cohérence, certes une qualité personnelle admirable, devenait criminelle, si elle venait à nuire à autrui. J'avais donc décidé de mettre de côté toute autre considération et d'implorer Sacha de nous laisser adresser une demande en recours à la commission des grâces. Il avait paru indigné et baissier que je veuille le voir implorer une grâce. Son acte, avait-il écrit, comportait en soi sa justification. C'était un geste de protestation contre l'injustice du système capitaliste. Les tribunaux et les commissions de grâce servaient de rempart au système. Serais-je devenu moins révolutionnaire, ou alors était-ce simplement mon souci pour lui qui m'avait décidé à approuver une telle démarche ? En tout cas, il ne souhaitait pas que je manque à mes principes à cause de lui. Cette lettre, Ed me l'avait envoyée à Vienne. J'en avais été malheureuse, et puis déçue. Mais je n'avais pas réduit mes efforts pour autant. Des amis de Pennsylvanie m'avaient informé que dans cet état, la signature personnelle du requérant d'une grâce n'était pas nécessaire. J'avais écrit de nouveau à Sacha, soulignant que je considérais sa vie et sa liberté trop précieuses pour le mouvement pour refuser de faire appel. Des révolutionnaires parmi les plus grands, purgeant de longues peines,
avaient bien fait cette démarche pour recouvrer leur liberté. Néanmoins, s'il persistait à juger que ce serait incohérent de faire cette démarche pour lui, nos amis ne pourraient-ils pas le faire pour moi ? Je ne pouvais plus supporter, expliquai-je, l'idée de le savoir en prison pour un acte dans lequel j'avais été presque aussi impliqué que lui. Ma supplication avait semblé toucher Sacha. Il avait réaffirmé dans sa réponse qu'il ne faisait nullement confiance à la commission des grâces. Il estimait cependant que ses amis, au dehors, étaient mieux à même de juger de la démarche qu'il souhaitait entreprendre et qu'en conséquence, il ne s'y opposerait plus. Il avait ajouté qu'il aurait aimé discuter d'un certain nombre d'autres questions. Emily ne pourrait pas essayer d'obtenir un permis de visite ? Emma avait déménagé à Pittsburgh, dans un hôtel à la lingerie. Elle avait obtenu un emploi de responsable. Elle avait engagé une correspondance avec l'aumônier de la prison, qu'elle raillait petit à petit à l'objectif de faire rétablir le droit de visite pour Sacha. Après des mois d'attente, l'aumônier parvint à ce qu'on délivre enfin un permis de visite à Emily. Or, quand elle se présenta au pénitencier, le directeur refusa de la laisser voir Sacha. Il décréta : « C'est moi seul et non l'aumônier qui détient l'autorité ici. Aussi longtemps que j'aurai la responsabilité du pénitencier, personne ne sera autorisé à voir le prisonnier A7. » Emily estima qu'une réaction violente de sa part n'aurait fait que nuire aux chances de Sacha auprès de la commission des grâces. Contrairement à moi, lors de ce jour fatal au magasin de l'inspecteur Reed, elle fit preuve d'une grande maîtrise de soi. Nous continuâmes à nous accrocher à l'espoir que nos efforts arracheraient Sacha aux griffes de l'ennemi. Je me mis en rapport avec Voltairine de Clerc. Elle lui rappelait sa promesse de soutenir Sacha. Elle répondit aussitôt en rédigeant un appel en sa faveur, mais qu'elle envoya à Ed, et non à moi. L'espace d'un instant, j'éprouvais de la colère devant ce que j'interprétais comme un affront, mais à la lecture du texte, mon ressentiment s'évanouit. C'était un poème en prose, chargé d'une puissance et d'une beauté émouvantes. Je lui transmis mes remerciements, sans mentionner notre malentendu. Elle ne répondit pas. La campagne en faveur du recours fut lancée, et nous eûmes le soutien de tous les éléments radicaux. Un éminent avocat de Pittsburgh s'était intéressé à l'affaire et consentit à la porter devant la commission des grâces de l'État de Pennsylvanie. Animés par de grandes expériences, nous travaillâmes énergiquement. Sacha, lui aussi, reprit espoir. La vie bouillonnante semblait s'ouvrir à lui. Mais notre joie fut de courte durée. La commission refusa de statuer sur notre recours et maintint que Berkman devait d'abord purger les 7 ans de sa première condamnation avant qu'elle n'accepte d'examiner le « préjudice effectif » de ses autres condamnations. Il était évident que rien ne se passerait qui puisse contrarier Carnegie et Frick. Pour moi, le choc fut terrible, et je redoutais les effets de cette décision sur Sacha. Que devais-je lui écrire ? Que devais-je lui dire pour l'aider à surmonter ce coup cruel ? Ed affirma que Sacha avait assez de courage pour tenir bon jusqu'en 1897, mais ces paroles rassurantes ne me furent d'aucun recours. Je perdis espoir qu'il puisse un jour se voir accorder une commutation de peine. La menace de l'inspecteur Reed résonnait toujours à mes oreilles. On ne permettrait pas à Sacha de sortir vivant. Avant de pouvoir me résoudre à lui écrire, je reçus une lettre de Sacha. Il n'était pas trop déçu car il n'avait pas vraiment compté sur une issue favorable. La décision de la commission prouvait simplement une nouvelle fois que le gouvernement américain et la plutocratie suivaient la même ligne. C'était ce que nous, anarchistes, avions toujours affirmé. Le fait que la commission ait promis de réexaminer le recours en 1897 n'était qu'une ruse destinée à duper l'opinion publique et à appuyer les amis qui avaient œuvré pour lui. Sacha était convaincu que les laquais des seigneurs de l'acier n'agiraient jamais en sa faveur, mais cela n'avait aucune importance. Il avait survécu aux 4 premières années de prison et il comptait bien continuer à se battre. « Nos ennemis n'auront jamais l'heure de déclarer qu'ils m'ont brisé », écrivait-il. Il savait qu'il pourrait toujours compter sur mon soutien et sur celui de ses nouveaux amis. Je ne devais pas me désespérer ni relâcher mon zèle au service de notre cause. Mon Sacha, mon merveilleux Sacha, il n'était pas seulement, comme disait Ed, courageux, c'était un roc. Et comme tant de fois depuis le jour où le monstre à vapeur à Baltimore, à Ohio Station, me l'avait arraché, il se détachait tel un météore incandescent sur le sombre horizon des intérêts mesquins, des soucis personnels et de la routine débilitante de la vie quotidienne. Il était comme une lumière blanche qui purifie l'âme,
capable même d'imiter par son indifférence aux faiblesses humaines